أعوذ celle-là ou celle-là? Les deux? أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. D'abord, je tenais à féliciter les organisatrices et les organisateurs de Renovo pour cette soirée, mais également, bien entendu, pour la philosophie qui est celle qui porte ce projet, parce que, comme il a été dit, et je ne vais pas revenir là-dessus, accompagner des jeunes élèves, leur faire prendre conscience de leur potentiel, les accompagner jusqu'aux plus grandes écoles et puis les faire réussir dans leur scolarité et devenir, de ce point de vue-là, des modèles pour des générations, pour des étudiants et des élèves qui proviennent de la même origine sociale ou de la même classe sociale. C'est un projet en soi qui est fondamental. Alors, moi, j'aimerais dire deux choses. On m'a demandé de faire un peu le parallèle entre ce qui se passe en France et ce qui peut se passer dans d'autres pays. Je vais commencer par cela et puis ensuite, j'aimerais terminer sur une réflexion un peu plus fondamentale sur l'éducation et sur une notion qu'on entend beaucoup. Je l'ai entendue 3 fois depuis que je suis arrivé et je crois qu'elle est aussi importante pour nous. C'est qu'est-ce qu'on entend par réussite? Qu'est-ce que c'est la réussite? D'un point de vue scolaire, d'un point de vue académique et du point de vue de nos valeurs, de nos principes en tant que nous sommes des êtres humains et nous valorisons la dimension humaine, mais nous sommes des musulmans et nous valorisons une dimension éthique, une compréhension globale du sens de ce qu'est l'humanité, de la réussite de l'humain. Parce que être éduqué à réussir socialement et à se sortir seul, ce n'est pas une réussite. Être éduqué à se sortir socialement pour devenir un agent positif de la société, des êtres, des cœurs et des intelligences, alors ça c'est une réussite. Ce n'est pas quantifiable par les notes, mais c'est entendu par le Créateur des cieux, de la terre et des humains. Et donc, ce que j'aimerais dire d'abord, c'est que la situation de la France, comme la situation de beaucoup de pays européens, a manifesté une réalité dont il faut prendre en compte l'historicité en même temps que les principes fondateurs en termes sociologiques comme en termes de dynamique sociale. La population qui a constitué il y a maintenant pratiquement, on est en train d'atteindre la 4e voire la 5e génération des Français de confession musulmane qui ont une origine qui provient de l'Afrique du Nord, parce que maintenant aussi il va falloir changer ça. On a aujourd'hui une population musulmane de gens qui ne sont pas des immigrés, d'abord ils sont nés là, ou alors ils sont convertis. Eh bien dans ce processus-là, la majorité de ce qu'a constitué cette population est issue de l'exil économique. Ça veut dire que vos parents, très souvent, pour les jeunes qui sont ici ou les jeunes qui sont là, sont souvent venus pour des considérations de survie économique. Donc, ils quittent un pays d'origine dans lequel il y a du chômage et pas de travail ou peu de salaire pour venir s'installer en France. Et donc, le potentiel éducatif et scolaire et académique est, on appellera, modeste. Et donc, il va y avoir une génération, voire 2 générations maintenant, pour l'acculturation, s'acclimater au système, parce que ce n'est pas évident. Quand vous arrivez avec un bagage scolaire modeste et que vous avez des enfants, connaître le système est extrêmement difficile. Et quand on discutait tout à l'heure avec Taoufik, c'est un des éléments, c'est que la réussite scolaire passe souvent par la connaissance des réseaux, par la connaissance des filières. Et parfois, vous avez la compétence de la filière, l'ignorance de son accès. Et alors, vous n'y parvenez pas. Donc, et ça demande de connaître le système de l'intérieur. Ça demande de connaître le système de l'intérieur, mais pour connaître le système de l'intérieur, il faut déjà accéder au rouage du système. Et quand vous êtes issu de l'immigration dans un premier temps, non seulement vous ne comprenez pas le système, mais vous ne comprenez même pas comment on a accès à l'intérieur. Donc, vous êtes
d'une certaine façon, handicapés d'un point de vue social, ignorants du point de vue scolaire. Et donc, vous avez un double désavantage. Donc, de ce point de vue-là, on a en France une réalité qui est en train de se transformer. Et ce qui est tout à fait spécifique, c'est que le processus historique est toujours le même. Très très lent au départ, puis tout à coup il s'accélère. Pourquoi? Parce qu'il est lent, parce qu'il faut le temps d'une génération pour s'installer, le temps d'une génération et demie pour comprendre, puis tout à coup, quand se comprend le système, vous allez avoir une accélération historique. Et on est exactement à ce moment-là. C'est-à-dire que si Renovo va jusqu'au bout des potentiels des jeunes dans leur scolarité aujourd'hui, ils auront beaucoup plus de demandes qu'ils ne peuvent offrir de services. Si, dans le temps historique, c'est-à-dire que maintenant, il y a effectivement une effervescence, un potentiel qui est en train de venir et qui est un peu ce qu'on connaît dans les démographies, des booms démographiques, et bien là, on a des booms de réussite scolaire. Et c'est normal historiquement que ça se passe comme ceci. En France, aujourd'hui, on est en train d'arriver à ce moment-là. C'est plus difficile en France que ce ne l'est dans d'autres sociétés. Alors par exemple, si vous regardez ce qui se passe en Angleterre, c'est que les processus scolaires d'intégration par la scolarité ont permis à des jeunes de pouvoir avoir accès, alors dans un sens de façon avec les qualités du défaut du système. C'est-à-dire on met les gens ensemble, on les place ensemble et on les pousse à avoir des réseaux communautaires. Et dans le réseau communautaire, le fait, c'est que vous vous isolez, mais que dans l'isolement, vous trouvez des moyens vous cherchez les moyens de vous donner des compétences internes. Et ça a permis effectivement, par des réseaux scolaires alternatifs, par exemple, si vous regardez les écoles islamiques, en Angleterre, ça a permis aux gens de pouvoir réintégrer les filières par des réussites. À des moments donnés, on avait dans les 3 premiers rangs des écoles performantes en Angleterre, des écoles islamiques. Pourquoi? C'est vous nous avez mis dans la ségrégation avec un système scolaire qui est un système étatique de ségrégation. On va faire nos écoles de réussite. Et ça a marché. Mais avec des limitations. Et c'est là aujourd'hui qu'il faut observer ces réalités-là. C'est-à-dire on peut intégrer le système, on peut le comprendre, mais il faut qu'on réussisse très très clairement à déterminer les goulots d'étranglement. C'est-à-dire à quel moment on n'y arrive plus, à quel moment on touche le plafond. Et il y a une autre réalité qui n'est pas du tout celle de l'Europe, qui est celle des États-Unis. Alors, celle des États-Unis est une autre réalité. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'immigration n'est pas du tout économique, c'est une immigration professionnelle. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont équipés, informaticiens, profession libérale. Ils viennent avec des compétences, ils viennent pour offrir un savoir-faire, non pas pour chercher une manne financière. Et donc, tout à coup, vous apercevez ici que la réussite, elle va être plus rapide, et puis on va s'installer, on va comprendre les rouages, et vous avez aujourd'hui, au niveau académique, au niveau universitaire, des jeunes qui sont dans les meilleures universités du pays et ils parviennent parfaitement bien. Donc toute cette idée qu'on laisse entendre par exemple en France par des gens qui essentialisent la question, c'est parce que votre origine est arabe, c'est parce que vous êtes musulman, ça ne tient pas quand vous sortez de la France. Quand vous vous apercevez qu'en fait, ce n'est pas vrai, ça n'a rien à voir avec l'origine, rien à voir avec la religion, ça a à voir avec le système social et sa structuration, c'est-à-dire les débouchés et les accès. Alors, une fois qu'on a dit ça et qu'on comprend que c'est possible, ce qu'on a à faire quand on est des citoyens responsables, c'est se donner les moyens de mieux comprendre comment le système fonctionne et d'accompagner nos jeunes à pouvoir trouver les réseaux. Et ça, c'est ce qui est proposé par une association de jeunes qui ont réussi et qui voient d'autres jeunes qui réussissent, mais qui ne parviennent pas. Ils réussissent sans parvenir à passer par la filière. Et ça veut dire que c'est là où il faut que des femmes et des hommes, des parents comme des jeunes, parce que ça c'est très très important, la réussite des enfants tient beaucoup à la conscience des parents, à la conscience des parents, et non pas livrer ses enfants en pensant que puisqu'ils sont entre les mains de gens en qui on fait confiance. La confiance que vous avez dans des éducateurs ne vous permettra jamais de faire l'économie d'être des parents. Jamais. On n'est jamais parent par procuration.
Jamais. La réussite de cette association tiendra beaucoup à la capacité qu'ils auront de concilier la relation avec les parents et la relation avec les jeunes. Des parents démissionnaires ne fera de Renovo qu'une association qui échouera. Ce n'est pas possible. Donc on est ici dans un contexte où il faut comprendre qu'il faut travailler ensemble. Le secret de cette réussite-là, c'est la collaboration, la concertation et la synergie des compétences. La compétence, et c'est très important ça, la compétence, ce qu'un papa et une maman peut donner à un enfant, l'éducateur ne peut pas le donner, c'est-à-dire un environnement familial, un discours et une façon de regarder ses enfants qui sont dans la confiance en soi. Ça vient de la famille aussi. C'est-à-dire, à un moment donné, vous donnez à votre enfant la capacité de croire en lui ou en elle. Ça vient du contexte familial. Et comment vous transmettez à un enfant qu'il faut qu'il croie en lui ou en elle? Ce n'est pas simplement, quand il a une bonne note, de dire « bien, continue ». Non, c'est plus vous donnez de l'attention à son parcours, plus dans l'informel du verbe, vous êtes en train de lui dire « tu peux ». Plus vous êtes avec lui dans l'accompagnement non verbal, plus affectivement, psychologiquement, elle ou il reçoit le message « je peux, ils sont avec moi ». L'attention des parents, c'est un dialogue non verbal. L'accompagnement des parents, c'est une éducation non verbale. C'est « je crois en toi, tu as les compétences ». Et ça, il faut que les parents soient là dans ce processus-là. Et il faut qu'on puisse tirer profit de ce qu'une organisation comme celle-ci a mis sur pied. Et ça, c'est extraordinaire. Il faut vraiment le saluer. L'autre chose que j'aimerais mettre en évidence, c'est que si vous vous promenez aujourd'hui à travers la France, il y a quelque chose de tout à fait surprenant. Qui est en train de se dérouler et qui prouve qu'on est dans le temps rapide maintenant. Ça commence à aller de plus en plus vite, donc il faut institutionnaliser ce travail. On ne peut pas faire ce travail de façon amateur. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas proposer à quelqu'un... Vous savez, ceux qui, par exemple, s'occupent des drogués de façon amateur sont contre-productifs. Parce que non seulement ils donnent un espoir aux drogués, mais ensuite, de façon amateur, ils ne savent pas suivre et ils font pire que s'ils n'avaient rien fait. Quand on fait ce travail-là, on ne peut pas être des amateurs en éducation. En éducation, il faut un temps long, il faut travailler sur le long terme, raison pour laquelle votre responsabilité, ce n'est pas simplement d'être solidaire ce soir parce qu'on mange et puis qu'on va... Non, c'est sur le long terme, c'est une solidarité personnelle et financière qui se voit sur le long terme. Et attention, si vous voulez que Renovo réussisse, ce n'est pas « j'aide Renovo tant que mes enfants y sont », si vous voyez ce que je veux dire. C'est une réussite circonstanciée aux miens. Pour dire ils sont passés par là, non, c'est sur le long terme. C'est les miens et les suivants. Et donc il faut se projeter dans le temps long, Inch'Allah. Donc ça, c'est aussi une démarche qui est très très importante. Soyez conscients des compétences de vos enfants, solidaires de la compétence des autres enfants ou des enfants des autres. Donc ça aussi, c'est particulièrement une nécessité éthique, morale d'un point de vue islamique. Ce n'est pas uniquement, attention, même vos enfants peuvent devenir des épreuves pour vous. Attention, l'argent, ça peut être une beauté, mais même vos enfants, si vous faites tout ça uniquement pour vos enfants, c'est moralement vos enfants qui moralement se retournent contre vous. C'est mes enfants pour l'univers et pour l'humanité, et après mes enfants, les enfants des autres. Parce que si c'est que mes enfants, c'est de l'égoïsme. Et parfois, notre façon de voir la réussite de nos enfants peut devenir du shirk. C'est « ah, tu vois, il est devenu quelqu'un. Hein, ça, c'est mon enfant. » Et comme on peut être. Attendez, c'est quelle réussite? La réussite sociale ou c'est mon enfant, je l'ai accompagné pour que lui accompagne, pour que lui serve. Je l'ai servi pour qu'il serve. Je l'ai servi pour qu'il soit un serviteur, pas pour qu'il soit un arrogant. Il y a parfois des postures parentales qui peuvent devenir arrogantes si on ne pense qu'aux siens. Raison pour laquelle c'est une organisation qu'il faut accompagner dans sa philosophie, pas simplement dans la propriété privée de ses enfants. Faites attention, un jour ou l'autre, vos enfants devant Dieu peuvent devenir votre réussite ou votre épreuve, votre réussite ou votre échec. Donc, ici, ce qui est important, c'est que le processus s'accélère.
Mais je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un livre qui s'appelle « La couleur du bistouri ». Et c'est quelque chose d'assez intéressant, parce que moi j'ai pu en faire l'expérience personnelle. Vous avez dans certains hôpitaux en France aujourd'hui, vous allez dans certaines institutions médicales, et vous allez vous apercevoir, parce que souvent on a choisi le domaine médical, vous allez vous apercevoir que dans beaucoup d'hôpitaux français aujourd'hui, le personnel médical, les docteurs, sont parfois français, parfois d'origine d'Afrique du Nord ou d'Afrique. Et là, c'est une réalité que souvent vous les voyez, et ça veut dire qu'il y a une réussite dans le domaine médical qui est en train de se faire, à tel point que certains ont pu faire des recherches en se demandant qu'est-ce qui se passait dans le domaine médical. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est que ces filières sont passées, on devient docteur, et un homme qui est une compétence dans son domaine du point de vue médical, il dit: il y a quelque chose de tout à fait particulier qui arrive en France, c'est que vous pouvez être docteur jusqu'à un certain point, mais professeur, vous ne pouvez pas, il y a un plafond. C'est-à-dire que vous pouvez être coloré jusqu'à docteur, il faut être blanc pour être professeur. Vous voyez le clivage. Donc ça veut dire que les structures, comment ça fonctionne, c'est que même quand vous réussissez, il y a encore quelque chose qui va vous arrêter. Il faut être conscient de ceci, parce que là, on est en train de travailler avec la représentation. Et que cette représentation qu'on trouve au sommet, on va la retrouver dans beaucoup de hautes écoles. Pour certains, aujourd'hui, les hautes écoles ne sont pas le lieu naturel de ceux qui sont un peu colorés. Ce n'est pas le lieu naturel de Abdelrahman ou de Fatima. Mais ce n'est pas parce que c'est raciste, c'est parce qu'il s'installe dans l'univers de référence quelque chose où il y a des lieux, il y a des clivages, il y a des filières qui sont des filières informellement réservées, mais qui se perpétuent. C'est ça qu'il faut briser. Il faut le briser avec sagesse, il faut le briser avec un sens de la justice. Raison pour laquelle ces associations, Renouveau et sa philosophie, c'est il faut, par plus de connaissances, briser les filières informelles qui nous empêchent d'accéder à ces hautes écoles. Et les faire connaître, et accompagner, et travailler sur l'excellence. Donc tout ceci est important et je vous encourage vivement, au-delà de cette soirée, avec cette soirée, mais au-delà de cette soirée, de faire en sorte à ce que cette association survive après vous, au-delà de vos enfants, et que vraiment on leur donne les moyens de faire ce travail pour le plus d'enfants possible. Parce que si en plus ils sont limités, non pas à cause de leurs compétences et ressources humaines, mais uniquement à cause de leurs compétences financières, il y a un problème avec nous. Parce que je suis désolé à vous regarder ce soir et à regarder les Français de confession musulmane, on a les moyens de financer. Et aujourd'hui, à un moment donné, il faut institutionnaliser ce travail. Institutionnaliser, ça veut dire professionnaliser. Professionnaliser, ça veut dire donner de l'argent. On donne beaucoup d'argent à faire des mosquées, c'est bien. Il faut ajouter de l'argent pour l'institution de compétences scolaires et académiques. Voilà des choses sur lesquelles il faut investir aujourd'hui. Maintenant, j'aimerais conclure en disant une chose. Parce que je vais vous dire, et je ne vais pas vous le cacher, j'ai reçu des emails de personnes qui m'ont dit... qui ne comprenaient pas mon engagement en disant « mais est-ce que tu n'es pas en train de soutenir des projets qui sont élitistes ?» Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça, mais en même temps, il y a vraiment une chose que de toute façon, je voulais dire fondamentalement sur ce projet-là. Faites attention, ce que je disais d'un point de vue, déjà d'un point de vue de nos références islamiques, attention. Ne faites pas et ne vous concentrez pas uniquement sur vos enfants. Comprenez le sens du verset que je viens de citer. Mais la deuxième chose que j'aimerais mettre en évidence en termes de deuxième partie et de conclusion de mon propos, c'est le sens de la réussite et le sens de l'éducation. En fait, nous, ce que l'on comprend dans l'éducation, c'est qu'à un moment donné, si vous suivez par exemple le déroulement de notre compréhension fondamentale de ce que c'est qu'un être humain et de sa responsabilité devant Dieu. En islam, les enfants, avant de devenir mukallafoun, c'est-à-dire avant d'avoir à répondre à l'appel de Dieu, ils sont innocents. Et à un moment donné, ils ont l'âge de raison. Nous, ce qu'on doit faire jusqu'au moment où il devient mukallaf, la femme ou l'homme, c'est de lui donner les moyens de son autonomie. Ce qui est littéralement la compréhension de éducation dans la racine du mot et qu'on aura dans Tarbiya. En fait, je marche avec toi pour t'apprendre à marcher sans moi. Mais je dois te donner les moyens de marcher sans moi. Je suis ta béquille éducative jusqu'à ce que tu n'aies plus besoin de béquille et que tu ailles tout seul. Je dois te rendre autonome.
Donc le succès de mon éducation, c'est est-ce que moi, en tant que maman ou en tant que papa, je t'ai donné les moyens de marcher sans moi. Et devant Dieu, je ne dois pas faire en sorte qu'un jour tu puisses me reprocher d'un point de vue de la connaissance de l'islam, de la point de vue de la connaissance des valeurs, du point de vue de la connaissance de la société dans laquelle tu es, que tu ne puisses pas me reprocher à un moment donné d'avoir fait en sorte que tu ne puisses pas marcher sans moi. Ça, c'est l'attitude des parents. Pour le professeur, c'est la même chose. En fait, ce que disait l'intellectuel français, qui était tout à fait vrai, qui était dans la pédagogie, le meilleur des professeurs, ça n'est pas celui qui vous dit de penser comme lui, mais de penser sans lui, c'est-à-dire d'être autonome dans votre pensée, c'est-à-dire d'avoir l'esprit critique. Et la façon dont on doit éduquer, même dans la façon dont on était avec les savants, quand on est avec les savants et quand vous posez une question à un savant, quel est votre avis sur cette question-là? Le meilleur savant n'est pas celui qui vous donne sa réponse, c'est celui qui vous donne sa réponse et les moyens de comprendre sa réponse pour que vous puissiez faire le raisonnement. Vous avez compris pourquoi il dit ce qu'il dit, pas simplement ce qu'il a dit. Pourquoi vous êtes arrivé? Pourquoi c'est important de savoir pourquoi? Parce que plus je comprends pourquoi le savant a dit ça, mieux je pense. Je commence à avoir une autonomie, un esprit critique, je commence à constituer ma logique. Ça, c'est l'éducation de fond. Ça, c'est l'éducation fondamentale. C'est ce qui fait la différence entre comprendre ce que l'on fait et faire ce que l'on fait parce que d'autres le font. Oui, on n'est pas là pour faire comme d'autres font, parce que c'est ça qui est important. Pourquoi est-ce que c'est important de faire ce que l'on fait en comprenant ce que l'on fait? Parce que si vous ne comprenez pas ce que vous faites parce que d'autres font. Et quand vous êtes dans une société où la pression sociale est de vous prendre à agir comme les autres en vous disant « Eh bien, tu veux être libre, fais comme tout le monde ». Et faire comme tout le monde, c'est la boisson, c'est les sorties, c'est une vie qui ne correspond pas à nos principes. Si vous voulez des êtres de principe, il faut comprendre les principes, il ne faut pas vivre les principes par la procuration de ce qu'on nous a dit. Parce que souvent, c'est ce qui se passe dans nos familles. Devant nous, nos enfants, masha'Allah, c'est des anges. Et quand on n'est pas là, c'est moins des anges, pour ne pas en dire plus. Ça veut dire qu'on n'est pas dans la compréhension, on est dans la mise en scène. Et la mise en scène, elle vient de « fais devant moi ce que je te dis de faire » et quand je ne suis pas là, tu n'as peut-être pas compris pourquoi je te demande de le faire. Cette dimension de la réussite, elle est basée sur 3 choses et j'aimerais insister là-dessus. La première des choses pour nous, dans ce que l'on appelle la réussite, c'est comment on constitue un individu autonome, une femme et un homme autonome. Alors quand on est dans les grandes filières et quand on va... Je comprends par le frère qui se lève qu'il faut que j'aille vers ma conclusion, j'y suis là. Mais c'est une longue conclusion. C'est une technique éducative. Donc, ce que je voulais dire, c'est... La première des choses, c'est cette autonomie-là. C'est-à-dire, la réussite, c'est quand on peut penser par soi-même. C'est quand on peut acquérir ceci par soi-même. Et là, les systèmes dans lesquels nous sommes, c'est vrai. Les systèmes, le système en France, le système scolaire en France, on peut prendre énormément quand il est dit dans notre tradition ça c'est très important. La sagesse est la propriété perdue du musulman, de la musulmane, il la prend partout, il la trouve. Vous êtes dans un système en France qui vous apprend ceci, qui vous apprend l'autonomie, donc ça on va le prendre. On va tirer profit de tout ceci parce que c'est un système dans lequel on peut et on doit accompagner les enfants à être dans cet esprit critique. Mais là, ça demande une chose. Autant à l'école, on apprend à poser des questions, autant dans la famille, il faut laisser le même espace. Pose des questions. Mais pour que dans la famille, ils puissent poser des questions, il faut qu'il y ait quelqu'un pour les entendre les questions. C'est-à-dire qu'il faut y ait de la communication familiale. Pas de réussite scolaire sans communication familiale qui accompagne la réussite scolaire, qui soit dans ce débat-là. Et avec les papas et les mamans. Parce que ceux ici parmi vous qui pensent en tant que papa que l'éducation c'est l'affaire des mamans, ils n'ont rien compris à ce que c'est qu'être papa. Et le papa, ce n'est pas celui qui vient dire l'autorité. Je t'ai dit non. Parce qu'il y en a qui sont comme ça. Et il y a des mamans qui jouent le jeu. Si tu ne fais pas, je dis à papa. Vous voyez le genre? Donc ça, mais c'est sérieux cette affaire-là. C'est sérieux. Pourquoi? Parce que cet accompagnement familial, il est important, c'est une partie de la réussite. C'est où on permet à cet accompagnement-là. Et on reste toujours des étudiants. Toujours des étudiants. Votre vie durant, que vous soyez diplômé, professeur, docteur, cher, ce que vous voulez, celui qui pense à un moment donné que le titre l'a fait sortir de l'éducation et du statut d'étudiant, celui-ci, c'est un bon ignorant.
Celui-là, il a de longues études à faire encore. Donc ça, c'est un élément qui est le principe de l'autonomie. La deuxième des choses qui est fondamentale pour nous, c'est que dans notre dimension de l'autonomie, savoir marcher tout seul pour être autonome est toujours déterminant en islam de savoir que même si on sait marcher tout seul, on n'est pas tout seul. Et que le prophète, quand on nous dit dans le hadith qui est rapporté par Al-Bayhaqi, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est le plus utile aux hommes, il faut que nous intégrions à la notion de réussite scolaire le fait que mon fils, ma fille, tu peux être le premier, tu dois réussir à être le premier, mais si un jour tu oublies le dernier, c'est que tu es le dernier, même si tu es le premier. Ça, c'est une dimension de solidarité fondamentale. Et tous ceux d'entre vous qui poussent leurs enfants, soit le premier, et qui à aucun moment de leur vie ne leur transmettent l'idée qu'il y a dans l'école, qu'il y a dans la cité, qu'il y a dans leur communauté des jeunes qui n'ont pas ce qu'ils ont, qui ont besoin de solidarité, eh bien ceux-ci transmettent un message de l'islam qui est un message élitiste et en fait fondamentalement pas islamique. Parce que le prophète, quand on est venu vers lui, que les riches sont venus vers lui, on dit mais regarde qui te suivent, regarde qui est-ce qui te suit, que les ratés, que les pauvres. Eh bien le Coran lui-même, Allah du haut de sept cieux lui dit, eux tu ne les quittes jamais, les pauvres tu ne les quittes pas parce que c'est eux qui te changeront la société. Et si aujourd'hui d'un point de vue scolaire, vous cherchez les titres et vous cherchez les gratifications, être un master, un doctorat, avoir des titres, et que vous ne comprenez pas qu'au bout du compte, le titre n'a sa lumière que par la capacité d'être avec les plus pauvres et les plus démunis, si vous ne dites pas ça à vos enfants, si vous leur laissez entendre que dans ce pays, le fait c'est d'être dans les plus hautes écoles et de ne pas servir la société, eh bien là, nous n'avons rien apporté à la France. Le meilleur message de la France, c'est des jeunes qui sont au plus haut niveau, dans les plus grandes écoles, et à aucun moment de leur réussite scolaire, ils n'oublient la pauvreté, la marginalité, ceux qui n'ont rien. Ils ont dans l'être et ils donnent par l'être, ils donnent par le cœur. Il faut faire entrer dans les hautes sphères des grandes écoles françaises le cœur et la solidarité. Faites que les organisations que vous mettez sur place là, les associations musulmanes dans les grandes écoles, il ne faut pas qu'on soit dans la compétition pour être dans l'élite. Non, il faut qu'on apporte quelque chose de plus. En quoi les hautes écoles peuvent être un facteur de justice sociale, de collaboration sur le plan social. Ça, c'est une chose qui serait une bonne contribution. Donc j'insiste beaucoup là-dessus parce que je n'aimerais pas qu'on soit colonisé dans une sens de la réussite qui est uniquement la réussite des titres, la réussite du statut et la réussite du salaire. Ça, ce n'est pas de la réussite. Si vous pensez au salaire, si vous pensez au statut ou si vous pensez au titre, ça peut être encore, c'est une des formes du shirk al-khafi, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas pour Dieu, qui n'est pas pour le servir, mais qui pour se servir. Vous pouvez vous servir. Donc ça, j'insiste beaucoup. Et la troisième des choses, et je termine là-dessus, qu'il faut insister, donc l'autonomie, savoir penser seul, mais savoir penser seul pour penser aux autres. Vous m'avez compris? Penser seul, avoir cette capacité, avoir cette confiance, mais penser aux autres, penser avec les autres. Et cette association, ce qu'elle fait, parce que c'est aussi cette philosophie que j'ai envie que cette association transmette, ils aident des jeunes à devenir autonomes, donc ils sont dans le processus de solidarité et il faut continuer ce projet-là. Et la troisième des choses, c'est véritablement, posez-vous la question. Regardez cette salle. On peut aujourd'hui se dire qu'il faut réussir en France. Mais notre réussite en France, quand vous entendez Allah SWT qui nous dit, et je répète souvent parce que pour moi aujourd'hui le monde entier est devenu Dar al-Shahada, l'espace du témoignage, pour tous, même dans les sociétés majoritairement musulmanes. Et je peux vous dire une chose, j'ai vu parmi les musulmans, dans les sociétés majoritairement musulmanes, une espèce d'obsession comme ceci qu'il faut entrer en compétition avec l'Occident pour être dans la réussite. J'ai vu dans les sociétés majoritairement musulmanes une obsession de la réussite, du statut. On aime les titres. Non, on a même des fois quand on vous appelle, il y a 3 titres avant qu'on appelle la personne. On aime ça. Et qu'à un moment donné, on est dans cette espèce d'inflation des titres et du paraître et dans la compétition avec l'Occident pour faire la même chose. Et moi aujourd'hui, je vous dis, mais vous êtes français et vous vivez en France. Est-ce qu'on doit essayer de se dire que notre projet, c'est juste d'entrer, de s'intégrer à un système et de normaliser notre présence, ou est-ce qu'on a quelque chose à apporter? Quel est notre rôle? En fait, on est utile à quoi dans ce pays? Qu'est-ce qu'on va apporter dans ce pays?
Juste rentrer dans les hautes écoles et vous êtes content parce que vous êtes dans le même, vous êtes avec eux, parce que finalement on rentre dans ce eux et nous. Ou au bout d'un moment on se dit non mais attendez, on a un rôle. Et c'est pour ça que la communauté du juste milieu, elle veut la réussite, mais l'équilibre de la réussite, c'est toujours se dire je dois apporter quelque chose, je dois être témoin dans cette société. Et c'est là où dans les hautes sociétés, il faut toujours dire une chose, mettre de l'éthique dans le savoir. Mettre de l'éthique. Vous êtes dans le business, vous êtes dans la finance, vous êtes dans la médecine, vous êtes dans n'importe quel domaine scientifique, n'importe quel domaine de gestion. Quelle est l'éthique que vous donnez à ce que vous savez? C'est quoi la finalité? Vous voulez juste être aussi bon en matière financière, en matière de business que les autres? Ou est-ce que vous êtes dans la réussite qui porte de l'éthique? Dans tout ce que je sais, il y a servir les vraies valeurs, la justice, la dignité humaine, la cohérence. C'est-à-dire, c'est ça notre apport. Moi, je n'ai pas envie de disparaître. Raison pour laquelle ma formule, je la répète souvent, normaliser notre présence sans la banaliser. Nous ne sommes pas banals. Nous apportons, et notre témoignage, il est celui-ci. Je vous demande de beaucoup réfléchir à ça, parce que si le but de cette soirée, c'est de soutenir une association qui ne fait que soutenir les jeunes à réussir et avoir les mêmes titres que les autres, puis on est content, eh bien moi je ne le suis pas. Mais par contre, si c'est apprendre à marcher seul, apprendre à penser aux autres et apporter de l'éthique, des valeurs, des principes et des objectifs dans cette société, dans la finance, dans le commerce, et de se dire, mais j'ai des valeurs et je connais ma religion, attention, je connais ma religion, je connais mes principes et je connais le domaine, et je fais le lien, je marie les principes qui sont ceux qui viennent du Très-Haut et la compétence qui vient parmi les hommes, et j'apporte quelque chose d'éthique. Alors là, Inch'Allah, notre présence dans les hautes écoles aura du sens, parce qu'au bout du compte, tout est une question de sens. Et quand on revient à ceci, on sait une chose, que le sens, on le retrouve entre soi et soi-même. Entre vous et votre cœur, il y a Dieu. Entre vous et votre cœur, il y a Dieu. Et entre vous et Dieu, il y a vous. Vous m'avez suivi? Que Dieu nous aide, Inch'Allah. Assalamu alaikum.